Le lac était calme, si calme qu'on aurait juré que rien ne pouvait troubler ce matin-là. Mais en quelques secondes, le ciel s'est fendu comme une plaie ouverte. Un jet privé a plongé dans l'eau, et un père qui voulait seulement protéger sa fille d'un passé trop lourd, a dû replonger dans le cauchemar qu'il fuyait depuis des années. Il ne savait pas que la femme qu'il sauverait réveillerait les mensonges qui ont détruit sa vie, et que toute la vallée allait se retourner contre lui. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. L'aube se levait lentement sur la vallée, comme si la lumière hésitait encore à déranger le silence. Une brume fine glissait au ras du lac, et les sommets enneigés des Alpes découpaient le ciel en lignes nettes, presque irréelles. Marc Delcourt se tenait au bout d'un petit ponton en bois, les mains enfoncées dans les poches de sa vieille veste, le regard perdu sur l'eau lisse qui renvoyait le monde à l'envers. À quelques mètres de lui, Eleanor, 9 ans, les jambes croisées, faisait tourner entre ses doigts un petit avion en plastique, usé à force d'être serré, imaginé, réparé. « Regarde, papa, s'il décolle d'ici, il peut traverser toute la vallée, murmura-t-elle, comme si le lac était une piste secrète. Marc sourit sans répondre. La voix de sa fille avait ce pouvoir étrange de lui rappeler qu'il restait encore quelque chose de doux à protéger dans ce monde qui l'avait broyé. L'air sentait le bois humide, la résine des pins, la fumée lointaine d'un poêle qui finissait de mourir dans une maison voisine. Tout semblait simple, stable, presque immobile. Puis le grondement arriva. D'abord lointain, sourd, une vibration que l'on ressentait plus dans la poitrine que dans les oreilles. Marc fronça les sourcils, leva les yeux. Le ciel, jusqu'ici limpide, fut éventré par une silhouette blanche qui penchait dangereusement. Un jet privé, trop bas, trop rapide. Une traînée de fumée noire dessinait derrière lui une cicatrice dans l'azur. L'appareil vacilla, comme un oiseau blessé, puis piqua vers le lac. « Eleanor, recule !» cria Marc. Le fracas de l'impact arriva une seconde après l'éclair de métal contre l'eau. Une gerbe gigantesque monta, retomba en pluie glacée. Le lac, quelques instants plus tôt miroir, devint un tumulte de vagues sombres, tachées de reflets huileux. Marc n'hésita pas. Ses chaussures quittèrent le ponton, son corps plongea dans l'eau glacée qui lui arracha le souffle. Il nagea en direction des débris, porté par une énergie brutale qui ne laissait aucune place à la peur. Au milieu des morceaux de fuselage, du carburant et de la mousse blanche, il aperçut la cabine partiellement immergée. Un hublot éclaté, un visage à moitié noyé, des cheveux collés à la vitre. Il prit une grande inspiration, plongea, sentit le métal entailler sa main lorsqu'il força sur le cadre tordu. Le temps se rétrécit à un seul geste, tirer ce corps vers la surface ou le laisser disparaître avec l'épave. La femme glissa enfin hors de la cabine, lourde, inerte. Marc remonta, les poumons en feu, traînant son poids contre lui. Ils émergèrent ensemble dans un mélange d'air et de carburant. Sur la rive, Eleanor cria son nom sans qu'il distingue ses mots. Il ramena la naufragée sur les galets, la posa sur le dos, chercha un souffle, un signe. Une toux violente la secoua, un filet d'eau et de sang coula au coin de ses lèvres. Elle était vivante. Marc la regarda, haletant, les vêtements ruisselants, le cœur battant trop vite. Il ne savait pas qui elle était, d'où elle venait, ni pourquoi ce jet avait traversé sa vallée comme un mauvais présage. Mais au fond de lui, une certitude sourde s'imposait déjà. À partir de ce matin-là, rien ne redeviendrait comme avant. Le calme revenu n'était qu'une illusion fragile. Dans la petite maison en bois qu'il avait construite de ses propres mains, Marc Delcourt tentait de retrouver un rythme normal. Le feu du poêle crépitait doucement, diffusant une chaleur qui aurait pu être réconfortante si son esprit n'avait pas été aussi agité. Il préparait du thé sans vraiment y penser, ses gestes mécaniques trahissant le tumulte intérieur qu'il s'efforçait de maîtriser. Eleanor, assise à la table, dessinait des avions comme elle le faisait souvent lorsque quelque chose la troublait. Ses crayons glissaient lentement, sans l'élan habituel. Elle jetait parfois un regard furtif vers son père, comme si elle devinait que quelque chose, dans l'air, s'était brisé. Marc remarqua ses yeux insistants mais se força à sourire, un sourire trop calme pour être vrai. Sur le petit poste de radio posé près de l'évier, une voix grave retransmit les premières informations officielles. La survivante du crash est identifiée. Marc se figea. Camille Vautier, présidente-directrice générale du groupe aéronautique Aéradin, réputé pour ses innovations dans les systèmes de vol avancés. Le reste se dissout dans un bourdonnement sourd. Aéradin. Le nom tomba dans son esprit comme un coup de masse. Le monde qu'il avait fui.
Celui qui lui avait pris tout ce qu'il avait aimé. Il éteignit la radio d'une main brusque. Eleanor releva la tête. « Papa, ça va ? » ?»« Oui, ma puce. Continue ton dessin. » Mais son regard s'était perdu ailleurs, loin de la table, loin du feu, loin de la vallée. Le passé, celui qu'il avait enterré dans cette solitude choisie, remonta sans prévenir. Les rapports techniques qu'on n'avait pas lus. Les réunions où ces mots s'étaient heurtés à des sourires polis. La panne qu'il avait détectée, signalée, presque suppliée qu'on corrige. Puis ce jour où sa femme, Claire, avait accompagné leur petite Eleanor pour observer un vol d'essai. Le souffle de l'explosion. Les débris. Le silence. Marc s'appuya contre le plan de travail, une main contre sa tempe. Ce qu'il avait sauvé ce matin-là, ce n'était pas simplement une vie. C'était la représentante d'une entreprise qui avait couvert la vérité, écrasé ses alertes, et laissé mourir celle qu'il aimait. Il inspira profondément, comme pour repousser une vague invisible. Il aurait voulu croire que le destin n'avait pas de cruel sens de l'ironie. Mais Camille Vautier n'était pas là par hasard. Sa chute dans le lac, son arrivée dans cette vallée, semblait réveiller une blessure qu'il avait passé des années à anesthésier. Eleanor glissa silencieusement son dessin vers lui. Un avion qui survolait un lac, en dessous, un homme qui tendait la main. Marc serra la feuille, ému malgré lui. « Papa, tu l'as sauvé, dit-elle doucement. C'est bien, non ?» Il hocha la tête, incapable de répondre autrement. Le bien, le mal, tout se mélangeait. Il avait fait ce que sa conscience lui dictait. Mais il savait déjà que ce geste allait bouleverser la fragile paix qu'il avait construite. Et cette fois, aucune fuite n'était possible. Le 4e jour après le crash, la vallée perdit le peu de tranquillité qu'il lui restait. Une vidéo, filmée depuis un sentier en hauteur, commença à circuler sur les réseaux. Un jet qui chute, l'explosion d'eau, et une silhouette qui nage vers l'épave. L'image était floue, tremblante, déformée par le zoom, mais assez nette pour déclencher ce que Marc redoutait le plus, l'attention du monde extérieur. En quelques heures, les médias s'en emparèrent. Mais au lieu d'y voir un acte héroïque, ils y injectèrent ce poison lent qu'ils maîtrisaient si bien, le doute. Une voix off dramatique parlait d'un homme mystérieux, vivant isolé, présent au moment opportun. Les titres devinrent plus accrocheurs, plus malsains, accident ou mise en scène, un solitaire au cœur du drame, manipulation autour d'une PDG sauvée de justesse. La rumeur se répandit plus vite que la vérité. Au village, les visages changèrent. Ceux qui saluaient Marc la veille baissaient à présent les yeux en le croisant. D'autres faisaient mine de sourire, mais l'inquiétude transparaissait. Et puis il y avait ceux qui ne se cachaient même plus. Un groupe d'hommes, devant la quincaillerie, le dévisagea ouvertement lorsque Marc passa acheter des vis. L'un d'eux, les bras croisés, murmura juste assez fort. « C'est toujours les gens trop discrets qui cachent quelque chose. » Marc enfonça les mains dans ses poches et sortit sans répondre. À la sortie du magasin, un automobiliste ralentit juste pour le fixer, comme s'il enregistrait une preuve. L'après-midi, il se rendit à l'atelier où il réparait parfois des moteurs pour arrondir ses fins de mois. Le patron l'intercepta avant même qu'il n'entre. « Marc, écoute, c'est pas moi. C'est les clients. Ils ont peur, tu comprends. » Marc sentit un poids s'écraser dans sa poitrine. Il acquiesça, incapable de prononcer un mot. Sur le chemin du retour, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Mais le pire arriva en fin de journée, quand Eleanor rentra de l'école. Ses épaules étaient voûtées, son cartable mal fermé, ses yeux rougis. Ils disent que tu es dangereux, papa. Elle s'effondra contre lui, secouée de sanglots. Marc la serra, le regard vide tourné vers la fenêtre. Le ciel était gris, menaçant, et la maison, son havre construit loin du monde, ressemblait maintenant à un piège où l'étau se refermait. La nuit tomba avec une lourdeur inhabituelle. Marc resta longtemps assis près du poêle éteint, dans un silence que même Eleanor n'osait pas briser. Il regardait les flammes absentes comme s'il cherchait une sortie, une explication à cette tempête injuste. Il ne comprenait pas encore d'où venait cette machination, mais il savait, au fond de lui, qu'elle ne faisait que commencer. Dans son vaste bureau aux parois vitrées, le monde semblait flotter sous les nuages gris. Pourtant, Camille Vautier n'arrivait pas à respirer. Depuis son retour à Paris, une obsession la tenait éveillée, comprendre pourquoi son avion était tombé. Et plus elle explorait les données, plus le sol se dérobait sous ses pieds. Le premier élément suspect fut presque invisible, une micro-coupure de quelques secondes dans les signaux de l'appareil. Une interruption si précise, si nette, qu'elle paraissait volontaire. Camille agrandit les lignes de code, repassa la séquence en boucle.
Quelqu'un avait effacé des fragments entiers, comme on gomme méthodiquement une phrase compromettante. Puis vinrent d'autres anomalies, des journaux de bord modifiés, des tests de maintenance validés trop rapidement, des signatures numériques impossibles à tracer. Ce qui commença comme une simple vérification technique devint un gouffre. Poussée par une intuition sombre, Camille chercha dans les archives internes les noms des anciens ingénieurs ayant travaillé sur ce modèle d'avion. Et là, elle le vit, Marc Delcourt. Son dossier personnel apparut, chargé d'alertes ignorées. Courriels répétés, signalements urgents, recommandations de suspension de test, tous classés comme non prioritaires, puis relégués dans un coin discret du serveur. Elle relut un rapport précis, presque prophétique, risque de défaillance du module hydraulique. Danger élevé lors de contraintes prolongées. Une date inscrite en rouge, 2 mois avant l'accident qui avait coûté la vie à la femme de Marc. Camille sentit sa gorge se serrer. L'homme qu'elle avait vu la veille, froid, fermé, meurtri, n'était pas un ermite mystérieux. C'était un lanceur d'alerte brisé. Un homme qu'on avait réduit au silence. Elle continua, malgré son souffle court. Le rapport final de l'époque mentionnait une erreur humaine et un incident imprévisible. Pourtant, en recoupant les signatures, un nom revint encore et encore, celui d'un membre de sa propre famille. Un dirigeant influent, respecté, mentor depuis son enfance. Quelqu'un dont elle connaissait les sourires, les conseils, et dont elle n'avait jamais douté. Elle se leva brusquement, prit appui sur la table, comme si le sol venait de s'incliner. L'air manquait. Était-il possible qu'il ait volontairement étouffé les alertes? Qu'il ait sacrifié des vies pour préserver l'image de l'entreprise? Le conflit la déchira. La loyauté à sa famille, à l'héritage de son père, ou la vérité nue, brutale, impossible à ignorer. Camille ferma les yeux. Le visage de Marc lui revint, ses silences lourds, ses réponses courtes, cette douleur latente qu'elle n'avait pas su nommer. La vérité venait de frapper à sa porte. Et elle savait qu'à partir de cet instant, rien ne pourrait rester caché. La tempête médiatique battait son plein. Depuis 2 jours, les vents de journalistes stationnaient à l'entrée du village, guettant Marc comme un prédateur immobile guette sa proie. La moindre rumeur, la moindre photo volée devenait un titre accrocheur sur les réseaux. Marc, lui, tentait simplement de maintenir son monde en place, celui qu'il partageait avec Eleanor, fragile comme une branche sous la neige. Ce soir-là, la vallée était étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Marc rangeait quelques outils dans le cabanon lorsque le cri étouffé de sa fille déchira l'air. « Papa, papa, j'arrive pas à respirer. » Il a couru. Eleanor était assise par terre, les mains tremblantes agrippées à sa poitrine. Ses yeux s'agrandissaient de panique, son souffle sifflait, haché, irrégulier. Une crise, mais pas comme les autres. Celle-ci était bien plus forte, brutale, incontrôlable. Marc sentit son cœur se serrer. « Respire doucement, ma puce. » « Attends, l'inhalateur ?» Il fouilla dans la table d'appoint, dans la salle de bain, dans sa veste. Rien. L'inhalateur n'était pas là. Et le second, celui de secours, avait disparu aussi. Il ouvrit les placards un à un, renversa une boîte de médicaments, chercha sous les meubles. Le temps s'accéléra, devint stérile, cruel. Eleanor peinait à rester consciente. Ses lèvres prenaient une teinte inquiétante. L'hôpital le plus proche était à 40 minutes. 40 minutes qu'elle n'avait pas. Marc attrapa sa fille dans ses bras, prêt à courir vers la voiture, à dévaler la route comme un fou, quand les phares d'un véhicule transpercèrent soudain l'obscurité. Une berline grise freina brusquement devant la maison. Camille en sortit avant même que le moteur ne s'arrête complètement. « Marc ? J'ai vu la lumière ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'eut pas le temps de répondre. Camille aperçut Eleanor, pâle, suffocante. « Montez. Maintenant. Je conduis. » Elle n'attendit pas d'explication. Marc s'installa à l'arrière, tenant Eleanor contre lui. La voiture dévala la route avec une vitesse qu'aucun habitant de la vallée n'aurait osé tenter. Les pneus glissaient presque dans les virages serrés, mais Camille gardait le volant avec une maîtrise féroce. Elle ne parlait pas. Elle ne respirait presque pas. Son visage était tendu, concentré, habité par une urgence viscérale. Marc murmurait à l'oreille de sa fille, tentant de la garder éveillée. « Regarde-moi, Eleanor. Je suis là. Respire avec moi. » Lorsqu'ils atteignirent l'hôpital, une équipe médicale se précipita. Eleanor fut emportée dans un tourbillon de blouse blanche et de lumière froide. Marc resta figé quelques secondes, le souffle coupé, puis s'effondra sur une chaise. Camille s'assit près de lui, silencieuse, les mains encore crispées.
Ils attendirent. Le temps n'existait plus. Après une éternité, un médecin apparut. Elle est stabilisée. Elle restera en observation cette nuit, mais elle va s'en sortir. Marc ferma les yeux. Une larme, unique mais lourde, roula sur sa joue. Il tourna la tête vers Camille. Pour la première fois, son regard n'était ni dur, ni distant. « Merci, dit-il d'une voix brisée. »« Je n'ai fait que réagir, répondit-elle doucement. »« Non. Vous nous avez sauvés. » Leurs silences se rencontrèrent, non plus comme deux murs, mais comme deux blessures reconnaissant la présence de l'autre. Ce soir-là, quelque chose changea. Non pas un pardon, non pas une confiance totale, mais un début. Un fil invisible qui lia désormais leur destin à travers le souffle fragile d'Elianor. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Marc, enfin, prit la décision qu'il repoussait depuis des années. Dans la chambre d'hôpital où Elianor dormait paisiblement, un souffle régulier brisant le silence, il observa Camille quelques instants. Elle se tenait debout près de la fenêtre, les bras croisés, perdue dans un mélange de fatigue et d'interrogation. La lumière bleutée des lampadaires dessinait sur son visage des ombres qui révélaient davantage sa fragilité que son autorité habituelle. « Camille, murmura-t-il. » Elle se retourna. « Oui ?» Marc glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts effleurèrent une clé USB qu'il gardait comme on garde une arme ou une cicatrice. « Il est temps que vous voyiez ça. » Elle fronça les sourcils. Aucun mot ne fut nécessaire. Ils quittèrent la chambre, traversèrent un couloir silencieux, et s'installèrent dans une petite salle de repos vide. Marc posa la clé sur la table entre eux. « C'est tout ce qu'ils m'ont volé. Tout ce qu'ils ont refusé d'entendre. » Camille prit la clé avec précaution, comme si elle contenait une vérité capable de changer le cours d'une vie. Un expert indépendant, appelé discrètement par ses soins, les rejoignit quelques minutes plus tard. Un homme calme, méthodique, dont les yeux se durcirent au fur et à mesure que les fichiers défilaient. Rapports techniques annotés. Photos de composants fissurés. Alerte rouge répétée. Recommandations ignorées. Courriel resté sans réponse. Et cette dernière note, datée, catégorique, défaillance imminente sous contrainte prolongée. Interdiction de poursuivre les vols d'essai. Camille sentit son estomac se contracter. « Ce sont vos écrits ?» demanda-t-elle d'une voix sourde. « Oui. Et ce sont les documents qu'ils ont enterrés. » L'expert posa lentement ses lunettes. « Madame Vautier, cette défaillance n'a rien d'un accident. Elle était identifiée. Connue. Oubliée volontairement. » Camille ferma les yeux, secouée. « Si je révèle cela, tout explose. Les investisseurs se retirent. Des milliers de salariés perdent leur emploi. L'entreprise de mon père, détruite. » Marc s'approcha légèrement, pas trop, par respect, mais assez pour qu'elle entende la vérité nue dans sa voix. « Et si vous ne faites rien, combien d'autres mourront ?» Elle leva les yeux, croisa son regard, un regard où brûlait une douleur qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Ma femme est morte parce qu'on m'a réduit au silence, continua-t-il. Camille détourna le regard, la gorge serrée. « Je sais. Et quelqu'un très proche de moi a validé ces décisions. Je le reconnais dans les signatures. Dans les codes d'accès. Je ne veux pas croire qu'il a sacrifié des vies pour protéger l'image de la société. » Marc s'assit face à elle. « Je comprends votre loyauté. Moi aussi, j'ai voulu croire que le système fonctionnerait. Que la vérité serait entendue. Mais, quand le mensonge prend la place de la justice, c'est nous qui devenons complices en nous taisant. » Camille passa une main tremblante sur son visage. Chaque respiration semblait un combat intérieur. « Si je révèle tout, je vais détruire ma famille. » Marc répondit doucement. « Et si vous ne le faites pas, vous détruirez ceux qui comptent sur vous pour les protéger. » Le silence qui suivit fut long, chargé d'un poids immense. Le dilemme n'avait plus d'issue simple. C'était une bataille entre le sang et la vérité. Enfin, Camille ouvrit les yeux, brillant d'une détermination nouvelle, fragile, mais réelle. « Alors je choisirai la vérité, quoi qu'il m'en coûte. » C'était la première fois que Marc la voyait vaciller, et pourtant, c'était aussi la première fois qu'il la voyait vraiment debout. Le lendemain matin, un vent froid balayait la façade miroir du siège d'Aéradin. Les drapeaux claquaient comme des avertissements, et les silhouettes pressées des employés semblaient sentir que quelque chose d'inédit se préparait. Dans la grande salle du conseil d'administration, les membres les plus influents de l'entreprise s'installaient, raides, crispés, l'air nerveux malgré leurs costumes impeccables. Camille entra en dernier. Elle ne portait ni tailleur luxueux ni expression théâtrale, seulement une veste sombre, sobre, et un regard ferme.
celui d'une femme qui avait traversé la peur pour atteindre la vérité. Elle salua brièvement, puis connecta sa tablette au grand écran mural. Le silence devint glacial. La première image apparut, le plan hydraulique annoté de rouge, signé par Marc Delcourt. Puis une photo d'un composant fissuré. Puis les courriels d'alerte. Puis les horodatages des signaux effacés pendant son propre vol. Puis les rapports internes classés non prioritaires. Enfin, la pièce ultime, une autorisation officielle, contresignée, d'une main qu'elle connaissait intimement. Un frémissement secoua la salle. Des regards se croisèrent, se détournèrent aussitôt. Des gorges se serrèrent. Une chaise racla brusquement le sol. L'un des directeurs, blême, se leva et sortit sans un mot. Une autre femme posa sa tête entre ses mains. Un murmure parcourut la table, un mélange de stupeur et de panique. Camille laissa chaque document s'afficher sans précipitation, comme si elle laissait le scandale respirer à voix haute. Puis elle leva enfin les yeux vers celui qui, jusque-là, avait incarné la stabilité familiale et l'autorité morale de l'entreprise. « C'est ton nom » dit-elle simplement. L'homme, impeccablement vêtu d'un costume bleu nuit, pâlit soudain. Son visage s'effondra comme un mur fissuré depuis longtemps. « Camille, tu n'es pas obligée, si. Je le suis. » Elle ne cria pas. Sa voix était calme, grave, irrémédiable. Et dans ce calme, toute la salle comprit que la partie était terminée. L'homme tenta de se défendre, mais chaque mot s'effritait sous le poids des preuves qui défilaient encore derrière elle. Finalement, il resta silencieux, les épaules affaissées, incapable de soutenir son regard. Camille referma son dossier, inspira profondément, puis déclara « À compter de ce jour, je démissionne de mes fonctions. Aéradin sera placé sous enquête indépendante. Et les familles des victimes recevront tout ce qu'on leur a refusé. » Personne ne bougea. Personne n'applaudit. La vérité ne laissait pas de place aux gestes faciles. Elle quitta la salle sans se retourner. Dans le hall principal, la luminosité des baies vitrées l'aveugla un instant. Puis ce fut une explosion de flashs, de micros tendus, de voix affolées. « Madame Vautier. Un mot. Une réaction. Êtes-vous en conflit avec votre propre famille ?» Elle s'arrêta en haut des marches. Des dizaines d'objectifs braqués sur elle. La Camille d'autrefois aurait tremblé. Celle qui se tenait là avait traversé trop de mensonges pour craindre la lumière. Aucun commentaire, dit-elle simplement. L'enquête parlera d'elle-même. Et pour la première fois depuis l'accident, elle respira sans douleur. Lorsque Camille revint dans la vallée, la route semblait presque l'accueillir. Plus de voitures officielles, pas de cortège opaque, seulement une petite citadine poussiéreuse, un panier de provisions sur le siège passager et un souffle d'air froid qui s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte. Elle avait quitté Aéradin vidé, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus une dirigeante en représentation, seulement une femme cherchant à réparer ce qui pouvait encore l'être. Marc la vit apparaître au bout du chemin, sans bruit de moteurs imposants, sans silhouette en costume derrière elle. Il sortit de la maison, surpris, presque déstabilisé par cette version plus simple, plus humaine de Camille. Élianor, elle, accourut la première. « Bonjour, Madame Camille. »« Bonjour, Élianor. J'ai apporté de quoi cuisiner, si ton papa accepte de partager ?» Marc esquissa un sourire prudent, mais sincère. « Entrez. Vous êtes ici chez vous. » Dans la petite cuisine en bois, l'odeur du pot-au-feu qu'elle avait apporté se mêla à celle du sapin humide. Ils mangèrent autour de la table bancale que Marc avait fabriquée des années plus tôt, et pour la première fois depuis longtemps, la maison vibra d'un rire timide. Élianor racontait ses aventures d'école, Camille l'écoutait les yeux brillants. Marc, lui, observait cette scène simple, presque irréelle, avec une émotion qu'il ne se permettait plus souvent. Après le repas, ils sortirent sur le perron. La brise descendait des montagnes, fraîche, vivifiante. Camille prit une inspiration, comme si elle se préparait à franchir une frontière invisible. « Marc, j'ai quelque chose à vous proposer. » Il se tourna vers elle, méfiant par réflexe. « Je ne vous demande pas de revenir dans une entreprise. Pas dans une tour, ni dans un bureau. Ce serait différent. Je veux créer une cellule indépendante de sécurité aéronautique. Une équipe qui ne dépendrait d'aucun conseil d'administration, d'aucun investisseur. Un organe libre, pour empêcher que ce qui vous est arrivé, ce qui m'est arrivé, arrive à d'autres. » Elle reprit, « J'aimerais que vous en preniez la tête. » Le silence s'installa. Marc ouvrit la bouche, la referma. Le poids des années retomba sur ses épaules. « Je ne sais pas, Camille. Je me suis battu contre ce système. Je l'ai fui parce qu'il m'a détruit.
Revenir, c'est risquer de tout perdre à nouveau. Ou de tout reconstruire, répondit-elle doucement. Elle n'insista pas. Elle savait que sa décision devait venir de lui, sinon, elle n'aurait aucune valeur. Eleanor, silencieuse jusque-là, posa sa main sur celle de son père. « Papa, tu es bon pour réparer les choses. Et peut-être que maintenant, tu peux réparer plus grand que les moteurs ou le tracteur de M. Bernard. » Marc sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas un argument technique. C'était une vérité simple, venue du cœur d'une enfant qui avait déjà trop vécu dans l'ombre des blessures adultes. Il regarda Camille. Elle ne pressait pas. Elle attendait. Et dans ses yeux, il ne vit ni ambition, ni calcul, seulement la volonté sincère d'éclairer un horizon qu'ils avaient traversé ensemble, chacun à sa manière. L'espoir, fragile mais réel, venait de renaître dans cette vallée où il avait autrefois cherché à disparaître. 1 an plus tard, le monde semblait avoir changé de rythme. Le siège de la nouvelle fondation pour la sécurité aéronautique se dressait au cœur d'une ancienne halle industrielle rénovée. De grandes parois vitrées, du bois clair, des maquettes d'avions suspendus comme des promesses silencieuses. Des familles, des ingénieurs, des autorités civiles et des journalistes s'étaient réunis pour assister à l'inauguration officielle. Marc n'était pas habitué à ce type de foule. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il ajusta la chemise qu'Eleanor avait choisie pour lui. Sa fille courait déjà entre les stands, saluant les bénévoles, montrant fièrement qu'elle connaissait le directeur du programme. Camille, quant à elle, discutait avec les représentants des agences de sécurité, sereine, transformée. Elle avait retrouvé un rôle, mais un rôle choisi, non imposé. Lorsque vint le moment de prendre la parole, un silence respectueux envahit la salle. Marc monta sur l'estrade, passa devant Camille qui lui adressa un discret signe d'encouragement. Il s'arrêta face au public, inspira profondément. « Je ne suis pas ici pour effacer le passé », commença-t-il d'une voix basse mais stable. « Il fait partie de moi. De nous. La vérité ne guérit pas tout. Elle ne ramène pas ceux qu'on a perdus. Elle ne comble pas les vides. Mais elle peut éviter qu'un drame se répète. Et surtout, elle peut donner un sens à ceux qui n'en avaient plus. » Les regards se tournèrent vers Eleanor, assise au premier rang, les mains jointes sur ses genoux. « Si je me tiens ici aujourd'hui, poursuivit-il, c'est parce que quelqu'un a eu le courage de regarder la vérité en face, même lorsqu'elle lui coûtait cher. Le courage est parfois contagieux. » Camille baissa les yeux, émue. Ce n'était pas une reconnaissance publique dont elle avait besoin, mais l'entendre dire cela donnait à son propre chemin une résonance nouvelle. L'inauguration se termina dans un concert d'applaudissements sobres, sincères. Puis, après les discours, après les poignées de main, après le brouhaha des premiers visiteurs, Marc, Camille et Eleanor quittèrent la ville pour revenir au lac, ce lac où tout avait commencé. Le soir tombait, d'un bleu tendre, et le vent faisait à peine frémir la surface de l'eau. Eleanor posa un petit planeur en bois qu'elle avait construit elle-même sur la rive. « Regarde, papa, il flotte mieux qu'avant. » Elle donna une légère impulsion. Le planeur glissa calmement, porté par une brise douce. Marc sourit, les mains glissées dans ses poches, son regard suivant la trajectoire du petit engin. À côté de lui, Camille se tint un peu plus près qu'autrefois. Ils échangèrent un regard silencieux, mêlé de reconnaissance et de blessures assumées. Pas un regard tourné vers un futur romantisé, mais vers un horizon réparé, possible, vrai. « On a traversé beaucoup de choses, dit doucement Camille. « Oui. Et on a encore beaucoup à construire, répondit-il. Le planeur continua de dériver, comme un symbole fragile mais tenace de renouveau. Dans le murmure du vent, une pensée s'imposa, simple, sincère. Les histoires de vérité méritent d'être entendues et partagées. Et au narrateur de conclure, en douceur. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un like, un partage, un abonnement, parfois, ce sont les petits gestes qui permettent aux grandes vérités de continuer à voler. Si cette histoire t'a touché, dis-moi, tu la regardes depuis quelle ville ? Chaque lieu porte ses secrets, et peut-être que le tien en cache un aussi. Alors dis-le-moi dans les commentaires, et surtout, abonne-toi. Parce que si tu t'en vas maintenant, tu risques de manquer la prochaine vérité. Celle qui pourrait te surprendre encore plus que celle-ci.